Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour ce nouveau point politique depuis la permanence parlementaire à Lille. Cette semaine, date importante, le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, et je vous invite toutes et tous à participer aux différentes mobilisations qui seront organisées. Je sais qu'il y a des manifestations vendredi, samedi. Il faut qu'on soit le plus nombreux mobilisés à cette occasion pour signifier qu'il reste beaucoup à faire en la matière. Je pense en particulier aux violences et discriminations que subissent les femmes et également, par exemple, aux inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. On estime par exemple qu'il y a à travail égal une inégalité salariale de l'ordre de 20% entre les femmes et les hommes. Pour ce qui est de la France insoumise, nous avons choisi cette semaine de mener une action qui a une portée d'abord et avant tout symbolique, mais qui permet d'attirer votre attention sur un fait. C'est celui de la représentation des femmes dans les médias. On estime qu'en 2017, les femmes ont occupé 40% seulement de l'antenne. On n'est donc pas encore à la parité et ce chiffre tombe à 29% pour ce qui est des heures de forte audience. Et en matière politique, il reste beaucoup à faire puisque seulement 27% du total des invités politiques sont des femmes. Pour ce qui est de la France insoumise, on a regardé sur l'année 2018 sur l'ensemble des sollicitations que le mouvement a reçues pour des passages médias, 23% de ces sollicitations concernaient des femmes. Par conséquent, cette semaine, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, et pour alerter sur cette question, nous avons décidé que du 4 au 8 mars, il n'y aurait pas de représentants de la France insoumise dans les médias, mais seulement des représentantes, députées, candidates, oratrices, qui auront apporté la parole du mouvement dans les médias. Voilà, je voulais vous le signaler, n'hésitez pas à relayer cette information et surtout, je le redis, à vous mobiliser à l'occasion des manifestations du 8 mars. Ensuite, aujourd'hui, je voulais vous parler d'Europe, puisque vous avez vu qu'Emmanuel Macron a décidé que c'était la semaine où il allait officiellement rentrer en campagne. Je dis officiellement parce que vous aurez noté qu'Emmanuel Macron, en vérité, est en campagne depuis plusieurs semaines. Et que le grand débat national, c'est une campagne électorale déguisée en grand débat, puisqu'Emmanuel Macron, depuis le 15 janvier, aura parlé près de 34 heures, vous l'aurez vu parfois jusqu'à 6 ou 7 heures sur toutes les chaînes, dans le cadre de ce qu'on peut appeler sans rougir une véritable propagande d'État qui est envahissante. Et d'ailleurs, nous avons saisi le CSA sur la question et nous demandons que ces grandes messes présidentielles soit intégré au compte de campagne de La République En Marche dans le cadre des élections européennes. C'est d'autant plus vrai quand on voit certains ministres, je pense à Madame Buzyn qui a été prise la main dans le sac dans le cadre d'un grand débat auquel elle participait, plutôt une séance du grand débat auquel elle participait, à dire clairement, je crois la phrase c'était « il faut qu'on gagne les élections européennes », quelque chose comme ça. Donc tout le monde a bien vu de quoi il s'agissait. Mais cette fois-ci, Emmanuel Macron va rentrer en campagne officiellement, puisqu'il va écrire une tribune qui va être publiée dans plusieurs quotidiens de différents pays de l'Union européenne. Et l'axe principal de sa tribune, nous dit-on, c'est l'Europe qui protège. Alors cette phrase-là, je vous invite à la répéter. Vous pouvez, dans vos réunions de famille ou entre amis, demander à tout le monde de répéter en chœur « l'Europe qui protège, l'Europe qui protège ». Ça sera vraisemblablement la phrase à la mode dans les prochaines semaines. Alors regardons de plus près. L'Europe qui protège, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, l'Europe qui protège quoi? Qui? Comment? Pourquoi Emmanuel Macron nous raconte ça? Est-ce que l'Europe protège la démocratie, par exemple? Eh bien, on voit en la matière qu'il reste beaucoup à faire. Parce que quand des traités s'appliquent alors que certains peuples ont voté contre, je pense par exemple aux Français qui en 2005 ont voté contre les traités européens et qui malgré leur vote se sont vus tout de même appliquer par le traité de Lisbonne l'équivalent de ce qu'ils avaient refusé, on peut se poser légitimement la question de savoir si l'Europe protège la démocratie. De la même manière, est-ce que l'Europe protège la démocratie quand les Grecs, pour ne prendre que cet exemple, font un choix démocratique qui est contraire aux politiques libérales imposées partout de force dans l'Union européenne et que instantanément les instances de l'Union européenne, par exemple la Commission européenne, la Banque centrale, étrangle la Grèce pour l'obliger à appliquer des politiques qui sont de véritables cures d'austérité, qui finissent de dévaster le pays et qui derrière en plus font de l'argent là-dessus. Parce qu'il faut que vous sachiez que par exemple la Banque centrale européenne, sur les titres de dette grecques qu'elle a rachetés aux banques privées, elle a renfloué ses caisses de plus de 8 milliards d'euros.
Voilà. Est-ce que l'Europe, dans ces conditions, protège la démocratie? De la même manière, nous faisons face à une crise climatique sans précédent. Est-ce que l'Europe protège le climat? Quand l'Union européenne continue de négocier en catimini, et c'est d'ailleurs le cas d'Emmanuel Macron, des accords de libre-échange qui participent du grand déménagement du monde, comme cet accord CETA avec le Canada, le JEFTA avec le Japon, et vous devez savoir que depuis quelques jours, les discussions ont repris pour l'application du TAFTA, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. On sait par ailleurs que ce type de traité de libre-échange qui déménage le monde viennent contraindre les engagements qui ont été pris lors par exemple de la COP21. COP21 dont vous savez que les engagements pris non seulement ne sont pas respectés, on devait atteindre maximum d'abord 2 degrés, c'était l'objectif fixé, puis pris par l'enthousiasme pendant la COP21, ils ont dit allez, on va être ambitieux, on va aller à 1,5. Et en réalité, les engagements pris, ce qui a été signé, permettrait d'atteindre seulement 3 degrés. Or aujourd'hui, ces engagements qui correspondent à 3 degrés de réchauffement ne sont pas respectés, ne le seront pas vraisemblablement, puisque ce type de politique anticlimatique, climaticide, continue de se développer partout. Est-ce que l'Europe protège le climat quand, par ses choix budgétaires et ses contraintes budgétaires, par exemple la règle absurde des 3% de PIB, la règle d'or, empêche d'investir l'argent qu'il faudrait investir pour répondre aux défis climatiques? On sait par exemple que le GIEC a tablé sur le fait que pour contenir le réchauffement climatique, il faudrait investir près de 2100 milliards d'euros. Ça représente plusieurs points de PIB mondial. Eh bien, on sait que dans le cadre de l'Union européenne, des traités actuels qui interdisent d'aller au-delà des 3% de PIB, eh bien, il n'est pas possible d'investir massivement comme il le faudrait pour la transition énergétique, pour qu'on puisse se passer des énergies carbonées, pour qu'on puisse faire la planification écologique. Est-ce que l'Europe protège, M. Macron, les droits sociaux? Quand, par exemple, vous appliquez des directives du travail détaché qui font que, vous le savez, à travail égal, il n'y a pas salaire égal dès lors que les cotisations sociales restent payées dans le pays d'origine et que comme elles ne sont pas les mêmes à travers l'Union européenne, eh bien, à un endroit précis, un travailleur ou un autre qui font le même boulot ne sont pas payés de la même manière, n'ont pas les mêmes droits. Voilà ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. Alors on peut toujours chanter des louanges incantatoires comme M. Macron sur l'Europe qui protège, c'est inconséquent. En la matière, je le dis, Emmanuel Macron, une fois de plus, fait de la communication, mais c'est nul, il n'y a rien, c'est creux. Donc on va maintenant pouvoir débattre enfin sur le fond. Et il y a des propositions à faire. Le cœur de l'affaire, ce sont les traités européens. Ces traités particuliers qui empêchent l'harmonisation sociale et fiscale, c'est écrit noir sur blanc, et qui participent du dumping social, qui fait que c'est toujours le moins-disant environnemental, le moins-disant social qui l'emporte, et que l'Union européenne, plutôt que d'être devenue un cadre de coopération entre les peuples souverains, est devenue non seulement un cadre qui contraint la souveraineté populaire, je prendrai qu'un seul exemple, les budgets. Vous savez que l'une des compétences des parlementaires et des assemblées nationales, c'est de voter chaque année le budget de l'État. Eh bien, cette capacité qu'ont les assemblées à voter les budgets, cette capacité est contrainte par les autorisations et la feuille de route que donne l'Union européenne aux différents États. Il faut que vous le sachiez. De la même manière, la plupart des lois qui sont votées ici en France sont directement inspirées de directives européennes, de feuilles de route qu'Emmanuel Macron applique avec beaucoup de zèle. Notez que la destruction du Code du travail, qui était le fait numéro 1 d'Emmanuel Macron, c'est une directive européenne. Que l'ouverture à la concurrence de la SNCF, comme c'était le cas avant de l'énergie, c'est une directive européenne. Voilà ce qu'est véritablement aujourd'hui l'Union européenne. Alors on peut toujours raconter l'Europe qui protège, mais c'est hors sol. Emmanuel Macron est hors sol sur ce sujet. Il nous dit, Emmanuel Macron, qu'il est inquiet de voir l'Union européenne se disloquer. Et il nous en parle finalement comme s'il commentait un bulletin météo, sans se soucier de savoir pourquoi précisément l'Union européenne se disloque. Oui, Emmanuel Macron, l'Union européenne se disloque. Et d'ailleurs, par exemple, le Brexit est un des symptômes de cette dislocation. Mais qui pousse à la dislocation de l'Union européenne? Sinon les tenants du libéralisme comme vous, qui imposent cette politique absurde, qui fait que dans toute l'Union européenne, on marche sur la tête et qu'à la fin, ce sont vos politiques qui rendent l'Union européenne détestable aux yeux des peuples, qui soit décident de s'abstenir, soit de faire revenir l'extrême droite, comme on la voit monter partout à travers le continent. Voilà, donc l'Europe qui protège, les Français pourront regarder de plus près et s'apercevront que oui, l'Europe
protège. Elle protège d'abord et avant tout les multinationales, les plus gros pollueurs, les détenteurs de capital. Voilà la vérité. Donc nous allons pouvoir enfin, je l'espère, avec cette entrée en campagne, croiser le fer sur le fond avec Emmanuel Macron ou avec le Rassemblement national, qui est toujours lui aussi disponible pour faire des effets de tribune, mais qui, quand il s'agit par exemple au Parlement européen de se prononcer contre les traités de libre-échange du type TAFTA et CETA, est absent, ou de voter contre au Parlement européen des plans de lutte contre la désindustrialisation, de voter contre l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà de quoi le Rassemblement national est le nom, notamment au Parlement européen. Alors Emmanuel Macron essaye de rejouer le deuxième tour pourri d'élection présidentielle, puisqu'il prétend être dans un duel face au Rassemblement national ici en France, et il veut mettre en scène ce duel à l'échelle de tout le continent, entre d'une part les progressistes, dans lesquels il s'inclut, alors qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a de progressiste dans toute la politique qu'il déploie depuis près de 2 ans, et de l'autre côté les nationalistes, et ces deux camps seraient foncièrement ennemis, et finalement les deux seuls choix que vous auriez à l'occasion des élections européennes du 26 mai. La vérité, c'est que vous le savez comme moi, ça n'est pas un duel entre ceux-là, c'est un duo, les uns produisent les autres. Et oui, ce sont les messieurs Macron, Madame Merkel ou Monsieur Juncker qui, par exemple, déclaraient encore récemment qu'il n'y a pas de choix démocratique possible contre les traités européens, qui provoquent la colère des peuples, qui ensuite profitent à ceux qui surfent dessus sans rien proposer d'enthousiasmant, mais néanmoins sont là en embuscade, les Salvini, les Orban et les Le Pen. Sans oublier ce qu'on ne vous dira jamais, en tout cas ce qu'on ne vous répétera pas la plupart du temps, que Madame Merkel et Monsieur Orban, pour citer cet exemple, siègent toujours dans le même parti au niveau européen. Voilà un peu le contexte de ces élections européennes. Alors pour ce qui est de la France insoumise, nous sommes en France la seule force politique à mener campagne depuis plusieurs semaines sur le terrain avec un programme. Et observez que pour mener campagne, c'est toujours mieux. Alors pour l'instant, les autres font campagne, on ne sait pas bien sur quoi, sur des pistes programmatiques, tout ça est assez fumeux. Nous, on a un programme. Et la pierre angulaire du programme consiste à dire qu'on ne peut pas changer les choses en profondeur, mener une politique écologiste, sociale et démocratique ambitieuse dans le cadre de ces traités particuliers qui fonctionnent comme une camisole de force. Il ne s'agit pas de parler de quitter l'Europe. Ça, c'est absurde. C'est la manière d'écarter les vrais sujets. Parce que l'Europe, c'est quoi? C'est de la géographie. Or, nous discutons de politique et donc de l'Union européenne et de ces traités qui sont un cadre particulier. Et nous savons, par exemple, qu'il est faux de dire que l'on peut mener une transition écologique ambitieuse dans le cadre de ces traités. Puisque je vous l'ai démontré à l'instant, on ne peut pas investir l'argent qu'il faut investir pour mener à bien ces politiques de planification écologique. Donc quand on voit par exemple M. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts nous dire que lui est pour la compatibilité entre l'écologie et le libéralisme, comme il l'a fait récemment, eh bien nous disons que c'est une fumisterie, ça n'est pas possible, de la même manière qu'il n'est pas possible dans le cadre de ces traités d'aller au bout de ce qu'il faut faire en matière écologique. Bien sûr, nous avons besoin de coopération à l'échelle européenne, à l'échelle internationale, mais pas dans ce cadre-là, ça n'est plus possible. Regardez, le salon de l'agriculture vient de se terminer. Qu'est-ce que la politique agricole de l'Union européenne avec la PAC qui dirige toutes ses subventions vers les plus grosses exploitations, tant et si bien qu'en 25 ans, la moitié des exploitations agricoles auront disparu, qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours et qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Bref, vous le voyez, il y a bien un dysfonctionnement dans le cadre particulier des traités européens. Alors, le 26 mai prochain, aux élections européennes, avec la France Insoumise, nous vous proposons un bulletin de vote qui vous permet en un seul geste d'envoyer plusieurs messages et de faire plusieurs coups. D'abord, empêcher qu'Emmanuel Macron sorte victorieux d'une telle séquence, puisqu'il a depuis plusieurs mois un mouvement de contestation populaire pour la justice fiscale et sociale dans ce pays contre lui, et il serait malvenu qu'il se sente autorisé à avoir les mains libres ensuite pour continuer à dérouler son programme. Donc le 26 mai, saisissez l'occasion pour envoyer ce message à Emmanuel Macron qui consiste à dire que même si vous faites partie de ces Français qui n'aiment pas trop les manifestations, vous êtes d'accord avec les revendications portées par les manifestants et par les gilets jaunes. Oui, la majeure partie des Français, une grande majorité des Français, sont d'accord avec le référendum d'initiative citoyenne que veulent les gilets jaunes et que nous avons proposé d'ailleurs à l'Assemblée nationale avec le groupe France Insoumise et que La République En Marche a balayé d'un revers de la main. Oui, la majorité stricte des Français est pour le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Alors plutôt que de parler à chaque fois, chaque semaine,
des manifestations, de comment elles se sont déroulées, est-ce qu'il y avait plus ou moins de monde que la semaine dernière, n'empêche, ça fait 4 mois que ça dure, et vous savez que l'essentiel, c'est les revendications, et ces revendications, elles sont majoritaires dans le pays, malgré le fait que les gens aiment ou n'aiment pas les manifestations. Et c'est bien ça l'essentiel, Emmanuel Macron le sait. Donc, avec le bulletin de vote du 26 mai pour la France Insoumise, vous pourrez envoyer ce message, et vous pourrez aussi apprécier la politique d'Emmanuel Macron et la sanctionner, puisque c'est la première fois que vous pourrez voter depuis que Macron et sa majorité sont arrivés au pouvoir. Et puis ce faisant, vous vous exprimerez aussi sur l'Union européenne, sur ce qu'il s'agit de faire contre la fraude et l'évasion fiscale, en matière de lutte contre le changement climatique, en matière de coopération internationale pour la paix, plutôt que l'Europe de la défense qui prépare la guerre. Bref, nous avons de belles propositions et elles sont portées par une belle liste emmenée par Manon Aubry, que vous connaissez maintenant sans doute et que vous avez peut-être d'ailleurs connu précédemment comme porte-parole de l'ONG Oxfam, qui a fait un travail absolument formidable, notamment sur la fraude et l'évasion fiscale. Et dans les mois qui viennent, avec la France Insoumise, nous allons continuer à mener cette belle campagne et on espère que vous nous aiderez. Je précise d'ailleurs, puisque c'est le mois de mars qui est arrivé, que c'est le dernier mois pour l'inscription sur les listes électorales. Vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire et pour faire qu'on s'inscrive autour de vous. Ne négligez pas cette tâche importante. Faites en sorte que partout, les gens, soit sur Internet, soit dans leur mairie, aillent s'inscrire sur les listes de manière à adresser un petit préavis à Emmanuel Macron sur votre intention de lui dire ce que vous pensez de sa politique et du cadre de l'Union européenne qu'il défend lors de ces élections du 26 mai. De la même manière, ne vous laissez pas avoir par celles et ceux qui prétendent que l'on peut mener une politique écologiste ou sociale ambitieuse dans le cadre de ces traités. Je pense particulièrement aux déclarations récentes d'Europe Écologie Les Verts et d'Yannick Jadot qui montrent bien l'impasse qu'il y a du logiciel en la matière. Nous voulons non pas une écologie de salon ni une écologie libérale, mais nous avons besoin d'une écologie conséquente et d'une écologie populaire. Voilà ce que nous voulons faire avec la France Insoumise. Maintenant, je vous parle de la fin du grand débat national, puisque vous savez que dans maintenant une dizaine de jours, à la mi-mars, le grand débat national lancé par Emmanuel Macron va se terminer. Il avait dit clairement dès le début, Emmanuel Macron, que ce grand débat national ne changerait pas son cap. Il avait prévenu, personne ne peut dire qu'il n'était pas au courant. Dès le 31 décembre au soir, lors de ses vœux présidentiels, qui ressemblaient plutôt à un sermon qu'à des vœux, Emmanuel Macron vous avait dit « on va parler de tout, venez, vous pourrez discuter, ramener vos doléances, mais à la fin, on ne changera pas le cap, et puis c'est moi et moi seul, le monarque présidentiel, qui déciderait des conclusions que je tire de ce grand débat. » Cette affaire, elle s'est réalisée, et dans quelques jours, c'est terminé. Alors, dans la propagande d'État, en plus de l'omniprésence d'Emmanuel Macron partout, il y a toute la petite musique qui se joue sur l'immense succès du grand débat national. D'ailleurs, c'est un peu comme l'Europe qui protège. Répétez après moi, le grand débat, ça cartonne, n'est-ce pas? Alors, il faut qu'on répète ça partout. C'est super, quelle initiative, c'est inédit qu'un président de la République lance un tel grand débat, c'est formidable. 1 100 000 contributions, quel carton! Regardons de plus près. 1 100 000 contributions, nous dit-on, sur la plateforme qu'a lancée le gouvernement pour ce grand débat national. Alors 1 100 000 contributions, tout de suite on se dit effectivement il y a un effet de masse, c'est incontestable. Puis on regarde de plus près et on voit ce qu'ils appellent une contribution. Un clic, un oui en 3 lettres en commentaire peut faire partie des contributions. Et donc quand on regarde davantage dans le détail, compte tenu du fait aussi qu'un même contributeur peut déposer plusieurs contributions, le nombre réel des contributeurs est autour de 175 000 personnes. Sur ces 175 000, il y en a 53 000, je crois, qui ont participé à un questionnaire et 122 000 qui ont effectivement déposé des contributions écrites. 175 000 personnes, c'est bien peu de choses en réalité. À titre de comparaison, La République En Marche, le parti présidentiel, revendique 411 000 adhérents. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas un tiers du parti présidentiel qui s'est saisi du grand débat. Même eux, ils s'en fichent. 75% des Français déclarent ne pas participer au grand débat. Et puis on peut considérer que le nombre de contributeurs, c'est à peu près 1% des électeurs d'Emmanuel Macron au premier tour. Bref, ce grand débat est un bide absolu. C'est un échec total, en dépit de la communication gouvernementale. C'est une opération de communication
pour maquiller une entrée en campagne et mener une campagne électorale aux frais de l'État depuis plusieurs semaines. Voilà ce qu'est le grand débat national. Donc, il n'y a rien à en attendre, puisque la plupart des sujets qui étaient centraux ont été balayés par La République En Marche. L'ISF, on n'en parle pas. Le référendum d'initiative citoyenne, on n'en parle pas. Or, vous savez que les Français sont une majorité à être d'accord avec ces revendications. Et que malgré le fait qu'ils soient d'accord ou pas avec les manifestations, ils sont d'accord avec les revendications, je vous l'ai dit. La majorité des Français est pour le rétablissement de l'ISF, la majorité des Français est pour l'instauration du référendum d'initiative citoyenne. Alors comment tout ça va se terminer? Le 15 mars, ce sera terminé le grand débat, et les Gilets jaunes, bien sûr, vont continuer. Parce que tant que ces gens qui sont levés depuis maintenant plus de 4 mois pour exprimer un ras-le-bol, la nécessité de lutter contre la vie chère, d'avoir des fins de mois possibles, n'auront pas une réponse politique à la hauteur, eh bien, ils vont continuer, évidemment. Et les revendications sont connues, de la justice sociale, de la justice fiscale, la hausse des pensions et des salaires, une TVA à taux différencié pour les produits de première nécessité et pour les produits de luxe. Enfin, il y a des grands enjeux et des exigences de refondation démocratique de nos institutions. Il y a des choses extrêmement amples à entrevoir. Et puis en plus de ça, maintenant, vous avez aussi les marches climat, puisque vous savez que la jeunesse, les étudiants, les lycéens, se mobilisent maintenant tous les vendredis pour faire des injonctions au gouvernement en matière d'action climatique et disent clairement la politique d'Emmanuel Macron en matière climatique, elle nous met en retard et elle n'est pas à la hauteur. Donc désormais, vous aurez tous les vendredis les marches pour le climat et tous les samedis les gilets jaunes. Et moi, j'espère que tout ça va trouver un moyen de se conjuguer pour avoir un rapport de force dans des manifestations qui soient les plus amples possibles, mais pacifiques, c'est nécessaire, eh bien, un rapport de force conséquent. Et de faire cette démonstration que fin du monde, fin du mois, ce sont les mêmes responsables et donc c'est le même combat. Et c'est ce que nous voudrions pouvoir dire dans la nouvelle séquence qui s'ouvre et qui va nous amener notamment autour des mobilisations du 16 mars, puisque ce jour-là, il y aura à la fois les marches climat, à la fois les gilets jaunes, au lendemain de la clôture du grand débat national. Moi, j'étais ce samedi encore parmi les manifestants à Lille et la mobilisation était plus importante que la semaine précédente. Le niveau de détermination et les mots d'ordre sont toujours à un haut niveau et clair. Et je veux alerter sur le fait que la répression du gouvernement se continue et surtout qu'elle prend des trajectoires quand même extrêmement impressionnantes. C'est-à-dire que bien évidemment, on ne peut pas tolérer que quelques manifestants que ce soit pacifiquement se fassent matraquer, tirer un coup de lanceur de balles de défense ou subissent les conséquences de l'explosion d'une grenade de désencerclement. Nous, on est opposés à la violence de part et d'autre. On pense que c'est la manifestation pacifique qui doit prévaloir. Mais quand on voit le nombre de blessés qu'il y a eu, y compris du côté des manifestants, quand on voit par exemple que ce week-end à Bordeaux, alors qu'il participait à l'acte 16 des Gilets jaunes, mon collègue député de Gironde, Loïc Prudhomme, a été matraqué. Enfin, vous vous rendez compte un peu, n'importe qui, pour que ce soit n'importe qui, un député ou un citoyen, peu importe, mais là en l'occurrence c'est un parlementaire qui en plus décline son identité devant les forces de police et qui malgré tout se fait matraquer. On en est à ce point-là. Donc vous savez, même à l'étranger, la répression du mouvement et la dérive autoritaire de ce gouvernement commencent vraiment à inquiéter. Et par ailleurs, le Conseil de l'Europe qui protège, pour reprendre les termes d'Emmanuel Macron, a indiqué son inquiétude et souhaité que la France abandonne l'usage des lanceurs de balles de défense, puisque dans beaucoup de pays d'Europe, on maintient l'ordre sans utiliser ce qu'il faut appeler des armes de guerre contre des civils. Voilà la situation dans laquelle nous en sommes rendus. Et sachez que tout cela inquiète en dehors du pays. Bon, voilà ce qu'il y avait à dire en tout cas sur cette séquence, sur les gilets jaunes et les mobilisations qui se poursuivent. Je profite de l'occasion aussi pour vous dire que en matière d'économie, on voit bien l'impuissance de ce gouvernement face à des puissances multinationales ou à de grandes entreprises. Ils sont toujours disponibles pour cracher de l'argent public de CICE, 20 milliards d'euros chaque année, 40 milliards cette année, sans contrepartie, bien sûr. Alors, les minima sociaux, là, ils réfléchissent à demander des contreparties aux pauvres gens qui galèrent pour essayer de se réinsérer correctement dans la vie active. Eux, ils vont leur demander des contreparties. Par contre, les plus riches à qui ils ont distribué, avec la suppression de l'ISF, 1 million d'euros pour les 100 plus riches, ils ne vont pas leur demander de contrepartie.
Les entreprises à qui on donne de l'argent public en quantité avec le CICE, pas de contrepartie non plus. Résultat, regardez de quoi ils ont l'air aujourd'hui, quand par exemple sur le site de Blankford, de Ford, qui emploie 850 salariés, eh bien, les Américains disent « nous, on se barre ». Et puis derrière, vous n'avez plus qu'un ministre qui peut, avec sa sébile derrière, pleurer derrière Ford à dire « Ah, bah alors, on vous a donné de l'argent public, il va falloir investir sur le territoire ». Emmanuel Macron qui fait le coup de menton et prend la grosse voix. Mais quelle politique industrielle ont-ils ? Quelle contrepartie demandent-ils à ceux qui touchent des subventions et de l'argent public en quantité? Absolument rien. Regardez l'impuissance sur tous les sujets, sur la taxation des GAFA. Pareil, ils sont juste bons à faire des effets de tribune, à passer de plateau en plateau pour dire « nous allons taxer les GAFA, c'est un scandale, Amazon, Google, etc. » Quel résultat? Ensuite, ils reviennent et disent « ah, on n'arrive pas à s'accorder au niveau européen, c'est terrible ». C'est précisément ce que l'on dit quand on dit qu'il faut assumer une rupture avec ce cadre pourri qui nous empêche de faire le nécessaire sur des choses qui sont d'intérêt général. Oui, on a besoin d'argent public pour les services publics, pour l'école, pour les hôpitaux, on le voit en ce moment. Donc il faut faire ce qu'il y a à faire en la matière. De la même manière, regardez leur impuissance sur la transition du modèle agricole. Quand Emmanuel Macron commence en 2017, tout fier sur un tweet par dire « la France interdira le glyphosate dans les 3 ans ». Et puis après, nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur propose une loi à l'Assemblée nationale pour simplement traduire dans la loi leurs engagements sur les réseaux sociaux, puisqu'on a demandé dans la loi que ce soit la date à laquelle Emmanuel Macron s'était engagé que le glyphosate soit supprimé. On sait qu'il faut un délai pour faire ça, il nous faut quelques années, mais on peut le faire. Il y a des systèmes agricoles qui permettent de se passer de ces saloperies, qui empoisonnent les agriculteurs, qui empoisonnent nos assiettes, qui empoisonnent les sols. Bien sûr, le modèle actuel est hyper dépendant de ces produits, mais on peut et on doit décider d'en passer à un autre modèle et en plus, on sait le faire. Et bien, eux, ils en sont incapables parce que derrière, c'est la compétitivité, c'est le risque économique. La santé des gens, ils s'en foutent. Par contre, le risque économique, ça oui. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Il y a un vrai problème. Eh bien, ça aussi, c'est significatif de leur impuissance. Donc, nous demandons à ce que, qu'il s'agisse du site de Ford Blankford ou de l'aciérie de Saint-Saulve, le site Ascoval, ou pareil, Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre de François Hollande, oui, n'oubliez pas qu'il a été ministre de François Hollande, s'était engagé sur le site en disant la pérennité de l'aciérie est certaine. Et puis il est revenu comme président de la République et il a dit « vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles ». Résultat, peut-être que s'il n'y a pas de repreneur, le site va fermer. Nous demandons qu'il s'agisse d'Ascoval, de l'aciérie ou qu'il s'agisse du site de Ford Blankford, que même si c'est une nationalisation temporaire, que l'État prenne ses responsabilités et traduise ses engagements en nationalisant, même temporairement, ces sites, parce qu'on ne peut pas laisser filer entre nos doigts notre industrie et les emplois qui y sont associés. Voilà, j'en ai beaucoup dit pour la semaine, c'était un peu long, mais ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait ce point politique. Je vous demande si ça vous plaît, si ça vous intéresse, non seulement de diffuser ça autour de vous, et puis surtout de reprendre à votre compte les arguments et de les déployer à chaque occasion. Hein, n'oubliez pas, l'Europe qui protège. Et puis mettez des petits pouces bleus et puis abonnez-vous. Ça nous encourage, ça fait monter les statistiques. Et puis comme ça, on se dit qu'on ne travaille pas pour rien en la matière, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, le travail parlementaire, tout le reste. Ça nous prend un petit peu de temps. Mais si c'est utile pour vous, si ça vous sert et que ça vous plaît, eh bien, faites-le nous savoir. Voilà, bonne semaine à toutes et tous. Et n'oubliez pas, tous mobilisés le 8 mars pour la Journée internationale des droits des femmes. À bientôt.